Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet autour de la mesure d'audience qui dit beaucoup de choses. La mesure d'audience, la transparence dans les données, c'est ce qui fait la valeur d'un marché, la valeur d'un média. Je crois que d'ailleurs c'est le slogan très bien trouvé de la CPM. Merci. En 10 ans. Alors d'abord on va peut-être reparler de cette mesure d'audience de la radio qui a beaucoup évolué ces dernières années. À l'époque, on avait la 126 000, on s'en souvient parce qu'il y avait 126 000 personnes qui étaient appelées, c'était un sondage téléphonique. Et Médiamétrie a instauré il y a 2 ans l'IR, EAR, pour étude d'audience de la radio, qui est dévoilée 4 ou 5 fois par an, 5 fois par an avec l'été. D'abord, je vais donner la parole à Cécile Bertrand, qui dirige l'audio donc à Médiamétrie. D'abord, pourquoi avoir complètement réformer cet outil qui est la mesure d'audience de la radio et carrément jusqu'à changer de nom et instaurer de la mesure, ce qu'on appelle automatique. Merci François, bonjour à tous, merci pour cette table ronde. On va aborder des sujets passionnants et tu l'as rappelé au début, donc je me permets aussi de le faire, de donner un peu de contexte avant de répondre à ta question, parce que je pense que c'est important. Les Français, ils sont 84% donc à écouter de l'audio tous les jours. Ils sont près de 70% à écouter de la radio tous les jours. Donc c'est vraiment un média de masse. Et c'est important de le rappeler parce que ça a vraiment des incidences sur la mesure. Et dans cet écosystème, la radio, elle est leader. Et bien sûr, les usages, ils évoluent. Hein, c'est pour ça qu'on est là et c'est le sujet aussi. Puisque la radio, l'audio, il se digitalise. Aujourd'hui, un quart du temps passé à écouter de la radio se fait en digital. Quand on parle d'audio au sens large, c'est plus de la moitié du temps qui est passé à écouter donc de la radio en digital, des podcasts, du streaming musical. Et donc, les usages, ils évoluent. Les usages, ils se fragmentent aussi, hein, à l'image de d'autres médias, avec énormément d'offres aujourd'hui, des podcasts, des replays, des natifs, mais aussi des web radios, etc. Et tu l'as dit tout à l'heure, la radio en France, c'est plus de 1000 stations, c'est énorme, et c'est plus de 90% d'entre elles qui sont locales. Donc, ce que je voulais dire avant de répondre directement à ta question, c'est que en fait, la radio, l'audio, c'est un média de proximité, c'est un média de flexibilité qui est extraordinaire, qui a une grande richesse d'offres, et pour ça, il faut une mesure au plus juste. Et forcément, dans un univers qui est complexe. Donc, aujourd'hui, nous, on est persuadés qu'on ne peut pas répondre avec un unique dispositif qui est figé dans le temps. Donc, pour les mesures de référence, on a 2 dispositifs aujourd'hui chez Médiamétrie. Tu l'as évoqué, on a la mesure qu'on appelle IR, qui aujourd'hui est établie sur 100 000 interviews par an et qui nous permet une extrême précision, et une extrême précision locale notamment, c'est-à-dire de pouvoir donner une mesure au marché qui se fait sur une finesse. On donne des résultats sur une centaine d'agglomérations, par exemple, pour le marché publicitaire local et national. Et en plus de ça, aujourd'hui, on peut donner au marché justement de la granularité, aller plus loin en mesurant les habitudes d'écoute sur un temps long grâce à la mesure automatique. Donc la mesure automatique, c'est une montre ou un pager? C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est un boîtier, c'est un boîtier qui va capter comme des ondes. Comme Shazam, en fait, ça fonctionne. Alors, pas tout à fait, parce que Shazam, ça va enregistrer le son, alors que là, on est sur un système un peu différent, mais effectivement, on peut le comparer. Là, on est en train de déployer une montre qui remplacera ce boîtier pour le confort des panélistes. Donc, c'est donné à un panel, et toute la journée, ça écoute l'environnement. Avec le casque, ça marche comment? Alors, effectivement, là, toute la journée, on va pouvoir connaître les habitudes d'écoute du panéliste, donc quelle radio il a écouté, et en plus de ça, est-ce que c'était une radio en FM, en DAB+, le digital, etc. Donc c'est extrêmement précieux
d'avoir toutes ces habitudes, surtout sur un temps long, ce qui est difficile en déclaratif. On ne se rappelle pas ce qu'on a fait forcément le mois dernier. Surtout pas à ce degré de finesse. Alors pour le casque, on sait aujourd'hui que sur notre boîtier, ça demande une intervention du panéliste qui est un peu lourde. Donc on a une modélisation, un modèle scientifique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est assez précieux pour le marché, puisqu'on prend des sessions déclarées justement en déclaratif sur nos appels téléphoniques auprès de nos 100 000 interviewés pour savoir quelles sont les habitudes au casque et les répercuter. Et donc toute cette mesure, elle nous permet justement d'aller au plus près des consommations. Et après, on a d'autres outils pour les éditeurs, par exemple. On a une mesure des contenus de podcast, alors qui est en refonte, justement. On va aller dans un instant, ouais. Voilà, on va pouvoir en parler avec Jean-Paul aussi, et qui est en refonte et qui, justement, passera par une certification de la CPM pour permettre aussi au marché d'avoir des repères plus simples et des normes communes avec l'IAB notamment. Alors, Médiamétrie mesure, alors que ce soit par automatique ou par un appel téléphonique déclaratif, et la CPM qui publie des classements tous les mois certifie, c'est-à-dire ne va pas aller demander aux gens ce qu'ils écoutent, il va récupérer des logs, c'est ça, et va dire si ces logs sont vrais ou faux, et va nettoyer, on va dire, ce qu'on appelle les logs, les empreintes numériques des écoutes. Jean-Paul, tu représentes donc la CPM, tu es DGA. Vous, c'est quoi votre rôle justement dans ce grand univers de la certification et de la mesure d'audience? Vous n'êtes pas en concurrence avec la CPM, on le dit, vous allez même devenir un prestataire de médiamétrie pour ce qui est du podcast. Alors, tout ça a l'air simple, comme tu le dis, effectivement. C'est le boulot des journalistes. Mais exactement, très bien. Oui, je dirais que, alors, à l'instar de Médiamétrie, on publie effectivement des chiffres. En revanche, ce sont des chiffres qui sont basés sur des contrôles techniques. L'objectif étant effectivement de mesurer la diffusion d'un contenu, essentiellement, que ce soit un contenu éditorial et publicitaire. Et le digital offre cette capacité de tracer, vous savez, alors avec tous les traceurs, ce qu'on appelle les fichiers journaux en France, mais ce qu'on appelle les logs aux US, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose, il y a une petite trace qui est enregistrée par un serveur ou par un outil tel que Google Analytics ou d'autres. Et à chaque fois, ces données sont contrôlées par la CPM puisque nous les recevons sur nos propres serveurs. Donc je disais, ça a l'air très simple, mais effectivement, ce sont des milliards de hits, comme on dit, qui sont traités chaque jour pour l'ensemble des médias, puisqu'on le fait aussi sur les sites internet depuis 20 ans. On le fait sur le streaming audio depuis plus de 10 ans, puisque c'est 2013, je crois, et effectivement sur les podcasts. Donc en fait, on est devenu un laboratoire d'expertise sur le contrôle de la data dure, ce qu'on appelle la data justement technique des serveurs de diffusion, ce qui ne permet pas du tout d'appréhender qui est en train d'écouter ou de consommer un contenu. Ça, c'est Médiamétrie avec toutes les études, effectivement, IR, mais je pense aussi à Global Audio, à Global Radio, enfin voilà, toutes ces études qui permettent de qualifier une cible. Nous, on est là pour donner effectivement la diffusion réelle, comme on le fait depuis plus de 100 ans sur la presse, puisque le contrôle du nombre d'exemplaires, c'est l'OJD, donc anciennement l'OJD et la CPM maintenant. Et donc, on s'arrête justement à donner au marché publicitaire, entre autres, mais pas que, des données, puisqu'on le donne aux instituts aussi pour qu'ils puissent faire de l'hybridation, mais j'imagine que Cécile va en parler. Mais c'est cette donnée qui permet d'avoir, on va dire quelque part, un squelette ou une articulation de beaucoup d'autres choses. Juste un petit mot aussi, pourquoi on le fait? Parce que c'était pas évident que la CPM, il y a plus de 10 ans, vienne sur l'audio. C'est deux raisons. Alors on est ici au monde, le monde se diversifie, on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Louis, sur tous ces nouveaux supports qu'offre le digital. Donc il est important de les qualifier et de donner une big picture, comme on disait avant, de ce qui se passe sur les contenus. Et aussi une autre raison importante, c'est que les formats publicitaires ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que les formats
publicitaire de la radio qu'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le digital offre d'autres potentiels, et c'est ça qui intéresse justement les agences médias en regardant Sébastien, c'est que effectivement, quand on parle de pré-roll, quand on parle de mid-roll, quand on parle de in-read, etc., enfin tous ces nouveaux formats, il faut avoir des mesures qui sont au plus près et au plus juste justement de ces consommations. Et c'est cette data-là qui le permet. Après, bien évidemment, on a besoin de mesures d'audience, donc qui sont les gens qui la consomment pour pouvoir acheter correctement un média, mais ça, c'est Sébastien qui nous le dira. Sur le podcast, et on donne la parole justement à Sébastien, vous allez fusionner vos méthodologies, que ce soit la CPM Médiamétrie, puisque avant il y avait deux classements. On n'a pas vraiment fusionné, hein, ça reste deux entreprises. Les méthodologies. Non mais tu vas voir, les méthodologies, à partir de juillet prochain, il y aura une seule méthodologie pour calculer les téléchargements et les volumes d'écoute des podcasts. J'aime ton esprit synthétique. En fait, mais ça c'est peut-être Cécile qui nous le dira, nous avons choisi à la CPM une méthodo effectivement technique pour tracer la diffusion des podcasts, il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans presque bientôt, qui est, je dirais, un peu équivalente à celle du streaming, c'est-à-dire que nous allons directement sur les serveurs de diffusion, ce qu'on appelle plus communément les CDN pour ceux qui sont dedans, mais les plateformes où se trouve le contenu natif, qu'il soit publicitaire ou éditorial, et à chaque appel qu'un terminal va faire, effectivement, nous allons être capables de loguer cette information et de la contrôler. Il y avait d'autres méthodologies qui s'offraient au marché depuis un certain temps, mais Médiamétrie a choisi effectivement pour plein de raisons, je pense très intelligentes, surtout celle de répondre à la demande des agences médias qui était d'avoir des données comparables entre les podcasts natifs et les podcasts de replay, et d'avoir une seule mesure, on va dire, comparable. Et effectivement, Médiamétrie est venu nous demander de collaborer justement, puisque nous allons nous occuper de faire exactement les mêmes contrôles que l'on fait aujourd'hui à la CPM pour l'ensemble des, je ne sais plus à combien on est rendu, 700, 800 podcasts aujourd'hui contrôlés, certifiés chaque mois, de le faire pour leurs nombreux et prestigieux podcasts et très volumineux, puisque ce sont des gros acteurs, hein, quand on parle de Radio France ou d'RTL, Europe 1, etc. Et donc de contrôler exactement sur la même norme qui est celle effectivement de l'IAB Tech Lab, de contrôler exactement sur la même norme pour donner des chiffres contrôlés, validés et comparables. Et ensuite, effectivement, Cécile se chargera de la mesure et de les publier. Voilà, ce sera pour la rentrée. Justement, je vais interroger Sébastien Ruiz, qui représente un peu aujourd'hui le marché publicitaire. Tu diriges la cellule Audio-M chez Groupe M, qui est une des premières grandes agences médias en France. D'abord, c'est quoi ta réaction quand tu entends ces initiatives, ce Big Bang? Est-ce que ça va assez loin, toi qui, depuis longtemps, crois justement au développement de ce marché de l'audio qui a besoin d'être monétisé pour assurer sa pérennité, hein? Oui, alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est quand même dans une démarche, une dynamique qui est plutôt positive. On voit avec le rapprochement des méthodologies entre la CPM et Médiamétrie sur le recueil des audiences des podcasts. En revanche, quand on est dans une agence média, notre volonté, c'est vraiment d'accompagner nos annonceurs et nos clients sur justement la mutation de ce média-là et essayer de les accompagner sur ces changements. Et dès lors qu'on veut faire ça, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir des études d'audience qui sont en corrélation avec les objectifs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fragmentation du métier de l'audio. Alors c'est vrai que nous, on le perçoit comme une chance parce qu'on a quand même des habitudes qui mettent en avant l'opportunité de mettre en place de nouveaux formats publicitaires. Et cette fragmentation, elle permet aujourd'hui, moi j'aime bien donner un chiffre, t'en donnais un tout à l'heure Cécile, mais moi j'en donnais un autre qui est toujours issu de Médiamétrie, c'est 95% des Français qui consomment chaque mois un message audio accessible à la publicité. Et c'est vrai que ça, c'est la conséquence de cette fragmentation d'audience. Et à côté de ça, on a aussi une écoute qui évolue, il y a un contrat d'écoute qui évolue également, et on est passé finalement d'un média radio qui était historiquement un média d'accompagnement, qu'on écoutait pendant qu'on s'exerçait à d'autres activités,
activité à un média où l'écoute est beaucoup plus active et où on a l'attention de l'auditeur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui essaient de mesurer cette attention-là et on oublie que finalement sur l'audio, grâce au développement du podcast, on a cette attention de l'auditeur. Donc c'est notre objectif au sein de Groupe M, en tant qu'agence média, c'est de donner de la visibilité à ce média-là, mettre en avant les évolutions de consommation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé AudioM il y a à peu près 2 ans. Notre objectif, il était double. Le premier objectif, c'était de rendre les médias lisibles dans toute sa diversité, faire prendre conscience des différentes opportunités publicitaires qui s'offraient. Et à côté de ça, on a voulu aussi le rendre accessible en proposant des prestations qui intègrent à la fois l'achat d'espace, la production de contenu, que ce soit des messages de 30 secondes jusqu'au podcast de marque, des opérations spéciales et aussi la mesure d'efficacité. Et je pense qu'on a plutôt bien répondu aux besoins des annonceurs, parce que je vais donner quelques chiffres nous concernant. C'est qu'en 2 ans, depuis le lancement d'AudioM, on a fait progresser les investissements audio dans la globalité de 30%. L'audio digital, lui, a été multiplié par 2,5. Et les investissements radio, je pense qu'on a aussi réussi, grâce à l'audio digital, à les stimuler, puisque les investissements radio ont progressé de 30%. Mais c'est vrai que, je vais en terminer là, je sais que ton regard en dit long, mais... pas du tout. Non, mais juste pour terminer sur toute cette fragmentation-là, le fait qu'on n'ait pas aujourd'hui d'audience globale qui va intégrer toute cette diversité, c'est vrai que ça laisse aussi la place à certains acteurs de communiquer sur des audiences qui ne sont pas forcément certifiées et qui vont répondre à des règles qui sont différentes. Et ce qui nous pose un problème aujourd'hui en tant qu'agence média, c'est justement de pouvoir comparer de façon juste les audiences de chacun de ces acteurs-là. Et c'est vrai que dans cette optique-là, on aurait aimé et on souhaiterait avoir une mesure d'audience qui soit unifiée, intégrant à la fois les éditeurs radio, les éditeurs de podcasts natifs et aussi les plateformes de streaming qui ont aussi leur rôle à jouer. Justement, c'est le sujet de la table ronde, et je vais poser la question à Cécile dans un instant, savoir si une grande mesure cross-média, on parle de la vidéo, ça peut exister dans l'audio, avec une grande mesure dans laquelle on inclurait même au-delà de l'audio, de la vidéo dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu laisses de côté, on va dire, les investissements sur ce qui n'est pas certifié, Sébastien? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire un red flag? Si ce n'est pas certifié par SCPM, Médiamétrie ou autre, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un désavantage quand on veut aller sur le marché publicitaire? Est-ce que c'est un désavantage? Oui, forcément. Je pense que c'est un élément qui est nécessaire. Aujourd'hui, pour illustrer un peu mes propos, c'est que quand on monte en place des plans médias, alors sur la partie radio, on a forcément des performances qui sont fiables, qui sont communiquées par Médiamétrie et certifiées avec une méthodologie qui est robuste. Sur la partie audio-digital, on va plutôt s'attacher à travailler en programmatique pour avoir des performances complète sur un plan média global, puisque ça nous permet d'accéder à un nombre d'auditeurs uniques, un niveau de répétition et un nombre de contacts. Mais en revanche, c'est dès lors qu'on essaye d'estimer des performances globales entre la radio et l'audio digital, et forcément on se heurte là à un problème de méthodologie, puisque alors, chez Groupe M, on a mis en place un module de calcul de couverture incrémentale qui est basé sur l'étude globale audio, mais qui est forcément basé sur une probabilisation d'exposition et non pas sur une exposition qui est avérée. Et c'est vrai que là-dessus, on a besoin de rassurer les annonceurs et de leur communiquer des performances globales qui soient certifiées par un acteur tiers. C'est ça, je pense que c'est cette étude globale audio, avec une certaine granularité, va nous permettre de positionner l'audio dans sa globalité, à la fois radio et audio digital, dans une stratégie plurimédia, qui va permettre justement à l'audio d'occuper pleinement sa place et de mettre en avant à la fois les audiences et aussi les vertus publicitaires qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un sujet sur lequel, chez nous, Groupe M, on est très attaché et on souhaite avec plaisir participer au développement de cette étude-là. Voilà. J'interrogerai tout à l'heure Cécile justement sur les perspectives. Je vais donner la parole au régulateur, l'ARCOM, François-Xavier Mellon, qui dirige la radio et l'audio numérique à l'ARCOM. Vous avez un nouveau président depuis quelques jours. Vous avez déménagé en plus, pas très loin d'ici, dans l'Est. Aujourd'hui, comment le régulateur qui est l'ARCOM perçoit toutes ces évolutions? On a parlé de fragmentation, on a parlé de mesures d'audience, de certification. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision et quel est le rôle que peut jouer le régulateur, sachant que vous avez d'abord un impact
sur les radios qui ont des fréquences, on va dire. C'est aujourd'hui votre périmètre, même si vous avez aussi, je crois, dans votre périmètre, d'une certaine façon, la discussion avec les plateformes. Alors, en effet, notre périmètre historique, c'est bien, ce sont bien les radios, les autorisations sur les fréquences hertziennes. On était au cœur du business. L'Arcom a une utilisation des études d'audience qui est un tout petit peu différente. Alors, on fait un petit pas de côté, mais finalement, on n'est pas si éloigné que ça. On est un très gros consommateur d'études d'audience. Alors, non pas pour notre propre business, les fréquences ne sont pas à vendre, elles sont gratuites, mais pour comprendre les évolutions de ce secteur, les anticiper, les accompagner au mieux. Et donc, on est, de ce point de vue-là, un observateur très attentif et un utilisateur de toutes ces études d'audience qui sont des études d'aide à la décision, d'objectivation de nos décisions, et puis également d'anticipation. On dit souvent, on ne régule bien que ce qu'on comprend bien. Et pour comprendre, on a une boussole. Pour nous orienter, on a une boussole, la loi, et pour comprendre, on a des études, et notamment les études d'audience. L'objectif final pour nous dans cette utilisation, c'est d'adapter le bon niveau de régulation pour permettre aux acteurs de la radio, mais plus largement de l'audio, aux plateformes, d'évoluer dans un cadre avec un bon niveau de régulation pour pouvoir continuer à investir dans les contenus, l'information, le divertissement, faire venir des talents, etc. Voilà comment on utilise les données d'audience. Alors, donc plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Alors peut-être que abondance de biens, quelquefois, parce que les enjeux sont de plus en plus complexes. La multiplication des études permet d'aborder aussi cette complexité, mais il ne faut pas se noyer. Il faut aussi, et c'était l'une des forces du média radio, c'était d'avoir une étude de référence unique pendant très longtemps. Maintenant, les enjeux sont plus complexes, il faut plus d'études, mais on voit que les instituts font preuve de beaucoup d'innovation, proposent énormément de choses, justement pour décrypter, pour les acteurs, pour les acheteurs d'espace, mais pour les éditeurs, mais aussi pour le régulateur, pour décrypter ces mouvements qui sont de plus en plus complexes pour tous. Voilà. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur ces études et sur l'innovation des instituts pour travailler. On a plusieurs grands sujets actuellement en radio. Ça a été évoqué tout à l'heure, on a publié un livre blanc sur l'avenir de la radio, alors qui dépasse d'ailleurs un tout petit peu la radio, puisqu'on parle également des podcasts. Et on a plusieurs grands sujets. Un sujet central qui est celui de la diffusion. François, vous le disiez, la radio repose encore beaucoup sur la diffusion hertzienne, encore beaucoup sur la FM, et c'est vrai que les acteurs de la radio se sont lancés dans un très grand chantier, celui de la numérisation via le DAB+. Alors, pour réexpliquer, c'est la TNT de la radio, voilà, en gros. De manière très simple, c'est la TNT de la radio, exactement. C'est une qualité de son de type numérique, c'est beaucoup de confort d'écoute et de simplicité d'écoute en mobilité. Une plus grande offre, donc une plus grande fragmentation du marché de la radio. Un élargissement de l'offre, en effet, donc qui dit élargissement dit fragmentation. C'est x3, x4 le nombre de fréquences disponibles. Suivant les zones, ça peut être, on va dire en moyenne, on capte à peu près 30 radios, un petit peu moins en FM, et on passera à 50 radios en moyenne. C'est quasi x2. Hein. Voilà, c'est quasi x2. Alors c'est une augmentation maîtrisée, mais qui va induire nécessairement des changements dans les comportements et qui se situe dans un contexte, il y a des externalités. C'est pas la radio n'est pas une île, hein, et les habitudes d'audience, d'écoute sur l'audio se déplacent. En tout cas, pour la radio, ce grand chantier du DAB+, il faut le transformer en réussite. Et donc, il y a un enjeu très fort pour les radios, c'est qu'elles doivent avoir une période de double diffusion qui sera incontournable. Donc, c'est des coûts supplémentaires. On a vu en Suisse, ils ont éteint la FM depuis un certain temps. Alors, on peut dire que c'est un plus petit pays, mais que l'audience de la radio publique, la RTS, qui a arrêté totalement la FM, a chuté de 30%. Est-ce que c'est un risque? D'abord, la première chose, c'est que, oui, en effet, en Suisse, le service public a arrêté avant les radios privées. Et donc, mécaniquement, quand tout le monde n'arrête pas, les gens ne s'équipent pas forcément et il y a des transferts d'audience. Je pense qu'il faut, et c'est là aussi où le régulateur se sert de ces études, non pas forcément sur du très conjoncturel, mais sur des périodes longues. On regarde des séries longues pour essayer de comprendre les... Voilà. Donc, la première vague d'audience en Suisse montre mécaniquement une baisse certainement du service public, qui est le seul à avoir arrêté. Il faudra regarder ça sur plus longtemps. En revanche, ce qu'il faut vraiment étudier, c'est justement cet exemple, c'est que un arrêt, ça se prépare.
Ça ne se décrète pas comme ça d'en haut, on ne fixe pas une date. Ça se prépare très longtemps à l'avance. Et c'est pour ça que le livre blanc propose un programme ou un plan de travail à l'ensemble du secteur qui s'étale sur de nombreuses années. À ce stade, on s'est fixé à un horizon de 2033, non pas pour arrêter, mais pour faire un point et atteindre des objectifs d'adoption du DAB+, d'écoute, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, non pas tout seul, mais en lien avec l'ensemble des acteurs. Il y a une association qui s'appelle Ensemble pour le DAB+, qui est là pour assurer la promotion. Chacun doit prendre sa part. Les pouvoirs publics doivent encourager le secteur et lui donner un cadre d'activité propice à sa compétitivité. Les acteurs sont plutôt en charge de la promotion, c'est leur métier, chacun son métier. Et si tout va bien, eh bien ça permettra cette transformation du média via le DAB+. Pour ça, on a besoin aussi d'études, on y revient, on a besoin de mieux comprendre comment les Français sont équipés. Le podcast sur le marché de l'automobile m'intéressera particulièrement parce que l'un des vecteurs d'écoute de la radio, c'est l'auto. Il faut pouvoir en vendre parce que maintenant, toutes les automobiles sont équipées en DAB+. Et puis, il faut pouvoir s'appuyer aussi sur des études qui permettent de connaître plus finement la manière dont on écoute la radio, en FM, en DAB+, en IP, et ça c'est le watermarking qui le permet, Médiamétrie l'a évoqué, les outils existent, il faut les généraliser, les développer, et on aura tous les éléments pour vous mettre de manière transparente pour le marché, l'ensemble du marché, les termes du débat, comment on avance, etc., etc., et justement prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, et on peut retrouver le livre de la radio, il est gratuit sur le site de l'Arcom, on peut aller le télécharger pour faire la petite promotion. C'est moi qui l'ai fait. Exactement. Justement, les radios, cheville ouvrière de ce marché de l'audio et aussi de sa transformation. Christophe, tu représentes l'Alliance de la radio, tu en es le vice-président, puisque tu es également président du CIRTI, qui est le syndicat des radios indépendantes. L'Alliance de la radio qui est présidée, on le rappelle, par Régis Ravanas, qui dirige les radios du groupe M6. D'abord, quelle est ta perception aujourd'hui du travail qui est fait par les mesureurs, par les initiatives des agences médias qui vous permettent aussi de vivre, vous les radios privées, du régulateur aussi qui a publié un livre de la radio? Est-ce que tout ça va dans le bon sens? Tout ça va dans le bon sens parce qu'en fait, je suis heureux ce matin d'entendre tous ces gens en fait, qui se préoccupent de notre métier à nous parce que les contenus, c'est nous qui les produisons. Et effectivement, pour qu'on continue à regarder l'avenir de façon sereine, on existe quand même, on participe à la vie du pays, à sa démocratie et à son économie depuis des décennies maintenant. Si on veut continuer à le faire, eh bien, il faut qu'on dispose de tous les éléments qu'on rappelait là. On a un régulateur qui nous a entendus, on travaille avec l'Arcom effectivement sur l'évolution de notre média. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Sébastien soit heureux, c'est qu'il puisse proposer à ses clients annonceurs des mix médias aussi efficaces que possible. Mais pour ça, il faut qu'il ait des données quanti, quali, qui lui permettent encore une fois de nourrir ses arguments face à ces annonceurs. Et moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun quant à la place de la radio dans le monde de demain. Si on laisse, il y a encore des chiffres qui ont été publiés ce matin, les Chinois et les Américains nous dicter notre conduite, et si on concentre nos investissements publicitaires sur des structures qui sont hébergées dans ces pays-là, on a un problème économique dans notre pays, c'est de responsabilité sociale dont il s'agit. On a un problème de démocratie dans notre pays. Il y a eu, il y a quelques semaines, les états généraux de l'information. Si demain, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de débat, donc il n'y a plus de démocratie. Si on était, nous, un média, la radio, qui ne puisse pas fournir d'éléments quanti et quali, on dirait OK, le digital a gagné parce que le digital est héroïste et traçable. C'est ce qu'on fait croire à tout le monde depuis 15 ans. C'est en partie vrai, mais en partie faux aussi. Et nous, on a des arguments. Donc, il ne tient qu'à nous, et c'est ça l'objet de l'Alliance de la radio, de rappeler que oui, la radio, elle participe à la vie du pays, mais on a besoin de ces éléments, effectivement, quanti-quali, qui nous permettent d'argumenter et qu'on sorte du plan média au doigt mouillé, qui nous a peut-être fait vivre en région en particulier pendant un certain nombre d'années. C'est très loin derrière nous, donc merci encore une fois pour ce que vous faites les uns les autres. On a besoin de la radio demain encore pendant les prochaines décennies dans ce pays. Nous, on en est en tout cas convaincus. Tu diriges une radio régionale qui est dans l'Est de la France, qui s'appelle Top Music aussi. On va le rappeler, hein, tu n'es pas juste président là-dessus, tu diriges ton entreprise. Non, mais c'est important de le dire. Aujourd'hui, comment on garantit une monétisation efficace de l'audience de la radio? On a vu que de toute façon, l'audience de la radio, elle baisse. Elle baisse à 70%, notamment chez les jeunes. Comment aujourd'hui, des marques comme les vôtres, que ce soit en région ou même nationale, vous allez arriver à aller chercher cette audience des jeunes? Parce que les annonceurs, ils veulent leur parler aussi. Si on regarde la radio qu'on fait aujourd'hui et celle qu'on faisait il y a 20 ans, évidemment, elle a beaucoup évolué, elle s'est digitalisée.
Je vais mettre ma casquette du CERTI là pour te parler d'une chose. On est content d'avoir signé des accords avec Google sur les droits voisins, avec Meta sur des droits voisins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands acteurs du digital considèrent qu'effectivement, les fleuves d'audience qu'ils commercialisent contre nous parfois sont alimentés par les petits ruisseaux que nous créons. Donc c'est une vraie reconnaissance du boulot qu'on fait. Et encore une fois, le marché publicitaire, il ne peut pas nous échapper comme ça si on reste les bras croisés. Donc nous, en tout cas, en région, et je parle pour ma paroisse parce qu'effectivement, j'ai les pieds dans la glaise de la vie régionale et je partage ça avec les 170 membres du syndicat régional que je dirige depuis 2 ans maintenant. On a tous digitalisé nos audiences et puis on est tous dans... la vraie vie des gens. Nous, on organise dans 3 semaines un concert qui va réunir 12 000 personnes. Quand on offre ça, offrir au sens premier, viens, on t'invite, à une population qui nous suit, on crée un lien que les acteurs du digital mondiaux ne pourront jamais créer. Donc à nous de jouer, encore une fois, les cartes de la proximité qui sont notre valeur ajoutée première, vraiment. On va bientôt conclure, on pourra rester encore longtemps en parler, on pourra poursuivre la conversation après, à la fin de la conférence. Juste, Cécile, une question. C'était aussi une interpellation de la part de Sébastien et donc du marché publicitaire. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de la mesure d'audience? On parle beaucoup de cross-média vidéo. On voit bien que les plateformes de streaming, les grandes chaînes de groupes audiovisuels vont créer avec Médiamétrie, une nouvelle mesure d'audience cross-média. À quand pour l'audio et à quand une grande mesure cross-média dans lequel, finalement, parce que l'annonceur, lui, veut aussi savoir, quand il fait un plan média, ce qui a été consommé en vidéo, en audio, on voit bien qu'aujourd'hui, les frontières, elles se cassent de plus en plus. Oui, alors effectivement, les perspectives, elles sont infinies. Donc je vais commencer déjà par remercier les agences, Sébastien, mais aussi effectivement les annonceurs, les régies radio, les éditeurs, parce que c'est grâce à un dialogue régulier, transparent, qu'on arrive à faire avancer les choses dans le bon sens. Et ça demande à ce que chacun se mette à la place de chacun. Et ça se passe bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, il reste du chemin à faire. Et c'est tout ce qu'on fait en ce moment, grâce notamment à la mesure automatique, qui nous permet des perspectives. On en a parlé sur une mesure plus fine pour savoir demain qui écoute et la radio en FM et la radio en DAB+, ou alors en streaming et en replay, effectivement, ou qui n'écoute que en replay. Donc comment je touche différemment mes audiences selon effectivement ces appétences. Et donc ça, c'est de belles perspectives pour déjà mesurer tous les usages sans en mettre aucun de côté. Et puis, en parallèle, on mène aussi un chantier R&D pour imaginer des solutions hybrides qui permettraient de croiser des données panel, vraiment notre spécialité, avec des données log, Jean-Paul en parlait, des données justement comme celles qui sont certifiées par l'ACPM. On travaille étroitement déjà sur des produits qui roulent et puis sur des projets. Pour justement réunir l'univers de la radio et de l'audio et imaginer demain une mesure qui, pourquoi pas, effectivement, puisse nous permettre de mesurer la radio digitale évidemment dans son ensemble et d'autres acteurs effectivement. Plateforme de streaming par exemple. Exactement. Donc tout ça, ça doit commencer par une mesure radio au plus juste qui ne met de côté aucun usage pour aller vers une mesure complète. Sous quelle perspective, combien de temps? De temps, alors là, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi du marché, mais on est déjà dans ces développements-là, donc on espère que des évolutions, elles se feront aussi petit à petit, comme sur la vidéo, c'est-à-dire déjà compléter la mesure radio, et ça, on espère que effectivement, dans les prochains mois, on arrivera à développer de nouvelles choses pour ensuite aller plus loin. Le mot de la fin pour Sébastien, est-ce que tout ça c'est satisfaisant, on va dire, ce travail? Oui, forcément la dynamique est satisfaisante, mais moi, je souhaite surtout insister sur le fait que cette étude globale audio, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour le marché de l'audio, pour lui donner un maximum de visibilité et de faire en sorte de faire grossir la part du gâteau de l'audio dans la stratégie média des annonceurs, non pas pour le plaisir, mais tout simplement parce qu'il y a des performances, il y a des vertus aussi, on en a parlé tout à l'heure.
Mais je pense aussi que c'est une étude qui est fondamentale pour donner du sens aux investissements en médias audio. C'est sûr que les plateformes de streaming, on peut pas occulter leur puissance, mais c'est aussi pour moi un moyen de donner plus de visibilité à des acteurs qui donnent du sens aux investissements. C'est le cas des podcasts natifs notamment. On a eu l'exemple de l'Heure du Monde tout à l'heure sur des sujets de l'information, mais il y a aussi des podcasts qui ont un rôle sociétal sur des sujets environnementaux, climatiques, sur l'égalité des genres, mais Chaleur aussi sur humaine, le par bien-être, exemple. chaleur humaine par exemple. Et je pense aussi que ça va permettre, j'en suis convaincu, d'essayer de trouver des sources de financement sur des podcasts qui ont peut-être du mal à trouver leur modèle économique, et aussi de redorer un peu l'image de la radio, en tout cas de faire en sorte de leur donner plus de visibilité, parce que le média radio a aussi un sens dans l'équilibre démocratique en France aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. Merci à vous 5, Merci en beaucoup. tout cas, d'avoir partagé.